Bonjour Thomas Ménager. Bonjour, merci de votre invitation et bonne année à tous. Bonne année, meilleurs vœux. On l'a appris ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, vient d'arriver en Syrie pour un déplacement conjoint à Damas avec son homologue allemande. Et un point d'orgue dans cette visite, une rencontre avec Ahmad al-Shara, c'est le nouveau chef des autorités syriennes. Il fallait que la diplomatie française fasse ce déplacement, se rende sur place quelques semaines après la chute du régime de Bachar al-Assad. C'est un sujet qui est complexe parce que c'est vrai qu'on s'est parfois peut-être la diplomatie française un peu réjouie rapidement de la chute de Bachar al-Assad. On pouvait tous se réjouir de la chute d'un pouvoir autoritaire, mais un pouvoir autoritaire remplacé par des personnes dont on peut douter de la volonté réelle de mettre en place une démocratie respectueuse de la liberté d'expression, puisque ce sont des islamistes historiquement proches d'Al-Qaïda. Donc tout dépendra de l'issue des échanges. Je ne sais pas ce qui pourra se dire entre M. Barrot Vous dites des islamistes, pas que, il y a aussi des rebelles, hein. Il y a des citoyens syriens. Le leader d'HTS, et HTS, c'est un mouvement islamiste proche d'Al-Qaïda historiquement. Il y a déjà certains retours en Syrie qui peuvent être inquiétants, d'un certain nombre de femmes qui connaissent une certaine pression vis-à-vis du voile, vis-à-vis d'un certain nombre de sujets. La question, c'est, moi je me réjouis, je crois qu'il y a une rencontre avec les Crétas d'Orient. Après, il y a une forme d'hypocrisie à peut-être s'être réjoui et puis d'aller voir, constater ou s'inquiéter de la montée des islamistes vis-à-vis des chrétiens d'Orient, vis-à-vis des minorités, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de la liberté d'expression. C'est ça l'objectif de cette visite selon vous? C'est d'aller vérifier qu'il n'y a rien ou c'est d'établir des contacts? Je ne suis pas le porte-parole du Quai d'Orsay et du ministre des Affaires étrangères. J'espère que ça permettra de fixer un certain nombre de conditions très claires s'il y a des relations peut-être froides avec la Syrie et avec les islamistes, mais un certain nombre de conditions et que la voix de la France porte dans l'intérêt du peuple syrien et du respect d'un certain nombre de valeurs démocratiques. Thomas Ménager, il y a un autre objectif important dans cette visite, c'est de permettre, en tout cas de tenter de permettre la réouverture de l'ambassade de France à Damas, qui est fermée depuis 12 ans. Le ministre des Affaires étrangères va d'ailleurs se rendre dans les locaux de cette ancienne ambassade. Est-ce que ça aussi c'est un symbole important? Il faut que la France retrouve sa place en Syrie? Sur la réouverture, Jordan Bardella et Marine Le Pen s'exprimeront précisément. Après, pas à n'importe quelle condition, mais ça peut avoir un intérêt qu'il y ait une ambassade qui rouvre, déjà pour les Français qui sont basés en Syrie, pour ce que nous souhaitons, c'est-à-dire pour les demandes d'asile. Ça ne concerne pas que la Syrie, mais dans tous les pays du monde, puissent être faites dans le pays d'origine, dans l'ambassade. Donc, pourquoi pas? Mais pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire que si on avait rompu les relations avec Bachar al-Assad, qui avait la fermeture de cette ambassade, c'est pas pour la rouvrir si c'est avec des personnes qui ne sont pas plus en phase avec les valeurs démocratiques et avec un certain nombre de valeurs que l'on cherche à porter, nous, la France, à l'international. Alors Thomas Ménager, au moins 7 personnalités politiques du RN ou qui en ont été proches, en tout cas, ont rencontré le dictateur syrien Bachar el-Assad entre 2014 et 2021, comme l'eurodéputé Thierry Mariani ou encore Andrea Cotarac, qui est l'un des plus proches conseillers de Marine Le Pen. Est-ce que vous regrettez, vous condamnez ces déplacements de vos collègues du Rassemblement national à l'époque? À l'époque, je tiens à le rappeler, c'était dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste. Et tous ces déplacements ont été faits pour les relations qu'il pouvait y avoir avec la Syrie dans le cadre de la lutte contre l'État islamiste que partageait Bachar al-Assad. C'était un contexte différent. Nous, on a dit qu'on était, entre guillemets, qu'on se satisfaisait de la chute de Bachar al-Assad parce que c'était un pouvoir autoritaire, mais qu'un pouvoir autoritaire remplacé par un pouvoir islamiste, c'était une autre période. Est-ce que pour autant il fallait s'afficher avec le pouvoir de Bachar al-Assad? Ça pouvait être, selon votre avis, un allié dans cette lutte contre le terrorisme, mais est-ce qu'il fallait s'afficher, lui donner le crédit de ce qu'est un parti d'un pays comme la France? À l'époque, c'était le cas d'Andrea Cotarac, il était à la France Insoumise, il n'était pas encore au Rassemblement National, hein, pour le cas de Thierry Mariani, c'était autre chose. Ce qui est certain, c'est que parfois, vous avez des adversaires, des personnes que vous combattez, mais qui peuvent être des alliés dans l'intérêt du peuple français pour lutter contre l'État islamiste, contre des personnes qui tuent sur votre sol. Et c'est toute la discussion qu'il peut y avoir aujourd'hui avec ce pouvoir en place, c'est de se dire, quel niveau de relation qu'on peut avoir, et des fois il y a un niveau de relation, même si ce sont des personnes que vous combattez, mais qui peut servir l'intérêt, la sécurité du peuple français. Mais Thomas Ménager, c'est quand même un boulet que vous traînez depuis de nombreuses années, comme par exemple vos relations qui sont reprochées à Marine Le Pen avec Vladimir Poutine. Mais pour les mêmes raisons, l'échange entre Vladimir Poutine et Marine Le Pen, bien avant l'invasion de l'Ukraine, les mêmes relations qu'avait Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine et d'autres pays, c'était sur la base de la lutte contre le fondamentalisme islamiste, alors même que, je tiens à le rappeler, dans ces années-là, c'est les années où nous avons vécu toutes ces attaques islamistes qui ont tué des Français sur notre sol, avec la montée du fondamentalisme islamiste, du djihad sur notre territoire, et qu'il y avait un intérêt pour le peuple français, mais qui n'étaient pas des visites pour aller valider les principes démocratiques, la ligne politique d'une personnalité. Vous savez, la diplomatie, c'est ça. Vous pouvez avoir des adversaires et des alliés qui sont des adversaires sur certains sujets et des alliés sur d'autres, dans l'intérêt de votre peuple.
Alors Thomas Ménager, je voudrais qu'on parle un petit peu de Mayotte à présent, avec ce déplacement de Marine Le Pen 3 semaines après le passage du cyclone Chido. Elle s'y rend, Marine Le Pen, de dimanche à mardi prochain. En quoi ce déplacement peut permettre d'aider les Mahorais concrètement ? Je vous pose cette question parce que Marine Le Pen n'a pas de marge de manœuvre, elle n'a pas de pouvoir décisionnaire pour faire changer les sauges sur place. Alors déjà, c'est aussi une marque d'affection de Marine Le Pen qui y allait à de multiples reprises. Il y a été déjà, rien qu'en avril dernier, elle n'a pas attendu, contrairement à d'autres personnes dans la classe politique, le cyclone pour se rendre compte de la situation de ce 101e département français qui n'a absolument pas les infrastructures, qui n'est absolument pas respecté par la métropole et accompagnée. Elle a un poids politique majeur. Marine Le Pen est aujourd'hui la mieux placée à la présidentielle. Elle est à la tête du premier groupe à l'Assemblée nationale et il y aura des débats sur la loi spéciale. Et ce déplacement, au-delà de l'affection que ça peut avoir pour les Mahorais qui ont besoin de l'avoir, qui l'ont placé très largement en tête au second tour des élections présidentielles à 60%, c'est aussi une pression supplémentaire sur le gouvernement, sur M. Bayrou, en disant cette fois-ci, il faudra associer les paroles aux actes. Il ne suffira pas d'aller se déplacer et de faire de la communication comme ils l'ont fait, mais vraiment au moment de la loi spéciale, au moment des budgets. Parce que je tiens à rappeler que l'année dernière, au moment du PLF, on a déposé un amendement de 100 millions d'euros pour l'accès à l'eau en Outre-mer et notamment à Mayotte, et que tous les groupes politiques, à l'exception du Rassemblement national qui l'avait déposé, ont voté contre. Alors Thomas Ménager, pardon Antoine, Thomas Ménager, si Marine Le Pen était au pouvoir, si votre parti était au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez pour Mayotte que ne fait pas le gouvernement actuel selon vous, qui pourrait permettre de régler rapidement la crise causée par le cyclone ? Pour le moment, je ne vais pas juger le gouvernement avant d'avoir vu en détail la loi spéciale. Qu'est-ce que vous feriez ? Par contre, parce que l'idée, c'est pas de polémiquer sur un sujet aussi important que... C'est pas de la polémique, non, mais je veux dire, je ne vais pas critiquer le gouvernement alors qu'on n'a pas encore vu. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a la question des infrastructures, donc des moyens financiers qu'il faut donner. Quand on voit qu'on donne 100 millions d'euros à la Chine, des millions d'euros à l'Algérie, qui n'ont pas besoin dans l'aide publique au développement, mais qu'on n'est pas capable de développer des réseaux électriques, des réseaux d'eau suffisants à Mayotte, il y a déjà quand même une question à se poser sur les choix budgétaires qu'il y a à avoir, notamment pour ce département. Et puis, il y a la question de l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce département est submergé, que l'on a créé des bidonvilles, que l'on ne rentre pas dans une relation de fermeté avec les Comores, que l'on ne met pas fin au droit du sol. Et donc, on a tout un arsenal au-delà des besoins médicaux, sociaux, d'accès à l'eau ou d'accès à la nourriture. Il y a une question, bien entendu, d'avoir une population contrôlée sur ce territoire pour pouvoir que les infrastructures tiennent. Alors justement, Thomas Ménager, François Bayrou, le Premier ministre, lui propose pour lutter contre l'immigration massive à Mayotte, notamment en provenance des Comores, de supprimer les bidonvilles. Vous êtes d'accord avec ça ? Et franchement, comment il est possible de supprimer tous les bidonvilles de l'archipel ? Il y a d'abord une question, c'est de reconduire tous ceux qui sont en situation illégale sur le territoire. Si les Comores ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Les Comores, il y a aujourd'hui de l'aide publique, il y a de l'argent qui est versé aux Comores chaque année. Donc vous coupez l'aide au développement des Comores. Ça sera du donnant-donnant. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aider les Comores dans son développement, mais que les Comores, eux, prennent ce qui les arrange, mais ne reprennent pas leurs ressortissants. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ça a été aussi, et ce cyclone l'a prouvé, un danger, même pour ces migrants. C'est-à-dire que ça a été un cimetière à ciel ouvert, ces bidonvilles. Et donc l'immigration n'est pas responsable du cyclone. Hein. Non, mais l'immigration n'est pas responsable du cyclone, mais l'absence de gestion de l'immigration est responsable des manques d'infrastructures, de la faiblesse des infrastructures, des morts indirectement, notamment chez les personnes en situation irrégulière qui ont été mises dans ces bidonvilles. Donc c'est aujourd'hui cette fausse générosité, ce laxisme, cette absence de fermeté vis-à-vis de l'immigration qui a créé des morts et qui crée une situation où les hôpitaux sont submergés, où les écoles sont submergées, où il n'y a pas assez d'eau, pas assez d'électricité. Donc il faut bien entendu augmenter les moyens pour ces infrastructures, mais il faut aussi réduire la population pour qu'il y ait la population et que ça soit là pour les Mahorais en priorité, bien entendu. Thomas Ménager, à Mayotte, il y a plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui sont en situation irrégulière, pour beaucoup comoriennes, celles qui se trouvent actuellement, à peu près 100 000 personnes qui se trouvent actuellement sur le territoire français. Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez pour les renvoyer dans leur pays d'origine ? Je comprends pas vraiment votre question. Je veux dire, il y a un bras de fer avec les Comores, il faut les laisser passer et il faut les mettre dans des bateaux. Il faut que ces personnes soient... excusez-moi, donc on fait quoi ? C'est-à-dire qu'il y a 100 000 personnes. Vous le dites, c'est-à-dire que c'est quand même énorme
en proportion de la taille de l'île, en proportion de la population mahoraise française qui est sur ce territoire. Donc, on veut dire, à un moment, ça prendra du temps, ça va demander des moyens logistiques, ça va demander un bras de fer diplomatique, mais il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que c'est un investissement qui coûterait très cher alors que cet argent pourrait être utilisé directement pour l'aide d'urgence? Je pense que ça coûtera beaucoup plus cher, je vous le dis, de faire en sorte qu'une île puisse atteindre ses capacités en matière d'infrastructure pour toute cette population, pour ces 100 000 personnes supplémentaires et si ce n'est plus, plutôt que de renvoyer ces personnes et de reconstruire, bien entendu, parce qu'il y a quand même une question d'infrastructure en matière, je vous le dis, sur les questions d'école, d'accès à l'eau ou de soins, qu'il faut mettre, bien entendu, aussi en priorité. Un mot sur la loi d'urgence pour Mayotte qui devait être présentée en Conseil des ministres. Je rappelle qu'il y a le premier Conseil des ministres de François Bayrou ce matin du côté de l'Elysée. Finalement, cette loi ne sera pas présentée lors de ce Conseil des ministres, mais la semaine prochaine. Est-ce que vous regrettez, vis-à-vis au niveau de l'urgence en fait de la situation à Mayotte, qu'elle ne soit pas présentée oui, prévu? Nous le regrettons. On avait même demandé, nous, qu'il y ait un retour au travail et une fin de la pause parlementaire habituelle qu'il y a à Noël et pour les fêtes de fin d'année, pour revenir plus tôt au travail face à l'urgence. Donc, on le regrette. Moi, je ne comprends pas ce choix non plus, parce que c'est une loi d'urgence. Et aujourd'hui, moi, j'étais chez vos confrères avec l'ancien ministre de l'Outre-mer, M. Buffet, il y a 10 jours, qui avait déjà la loi qui était rédigé, qui avait déjà tout en main, qui lui-même appelait à ce que l'on mette fin à la trêve, et je m'interroge, et j'espère que ce n'est pas le cas parce que ça serait très cynique, d'une volonté du gouvernement et de François Bayrou de reporter le plus loin possible cette loi d'urgence, donc qui nécessiterait qu'on se mette au travail le plus rapidement possible. Qu'il faut des concertations encore avec des élus locaux. Oui, mais le texte était là, les concertations, après il y a plus d'un mois de débat. On sait que le gouvernement retarde la présentation d'une loi d'urgence, mais volontairement des gens en danger pour son agenda politique. C'est pas ça, mais je m'interroge si la volonté de M. Bayrou n'est pas de lier le texte à son avenir, en faisant en sorte que la nécessité du vote consensuel voulu, notamment par le premier groupe qui est le Rassemblement National, de cette loi d'urgence pour Mayotte, soit corrélée au vote du budget et à l'absence de censure. Parce que ce texte est prêt, il y a près d'un mois de débat parlementaire entre la commission, la séance au Sénat. Même si le texte n'était pas totalement finalisé, le gouvernement a toujours la possibilité de déposer des amendements. Les groupes sont là pour faire leur travail parlementaire et déposer. Ce que vous dites, c'est que le gouvernement serait en train d'utiliser le sort, la détresse des Mahorais pour essayer de faire voter ce budget. Je ne le dis pas, je dis juste que c'est le bruit qui se dit dans les couloirs parce que ça a été reporté. Le texte était prêt par l'ancien ministre de l'Outre-mer il y a plus de 10 jours. Oui, mais ils ont des remontées de terrain des élus locaux et peut-être qu'ils veulent le peaufiner. Donc, je l'espère, j'espère que c'est raison. Je n'ai aucun élément qui permet d'accréditer ce bruit de couloir et ces rumeurs, mais j'espère que ça ne serait pas le cas parce que ça serait très cynique et très inquiétant pour les Mahorais. Thomas Ménager, député RN du Loiret, vous restez avec nous. On vous retrouve dans un instant pour parler du premier Conseil des ministres qui a lieu ce matin à l'Elysée. On se retrouve après le fil info de Magali Homo à 8h45. Cloué au lit avec de la fièvre, la grippe progresse partout en France. Toutes les régions sont concernées. L'épidémie atteint un niveau très élevé pour les moins de 15 ans selon Santé publique France. La bronchiolite de son côté baisse en intensité. Pour se protéger cet hiver, toujours les mêmes gestes barrières, se laver les mains, aérer les pièces et porter un masque en cas de symptômes. Le gouvernement fait sa rentrée ce matin. Premier conseil des ministres pour l'équipe de François Bayrou. Jean-Noël Barrot ne sera pas autour de la table. Le ministre des Affaires étrangères vient d'arriver en Syrie. Il sera rejoint par son homologue allemande. Ils doivent rencontrer ensemble à Damas le nouveau dirigeant syrien. Le feuilleton politique continue en Corée du Sud. Des enquêteurs étaient venus interpeller tout à l'heure le président déchu à sa résidence. Ils ont fait machine arrière, empêchés par les gardes présidentielles. Yoon Suk-yeol, retranché dans sa résidence à Séoul, est poursuivi pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale au début du mois de décembre. Du beurre, du sucre et des amandes, on tire les rois ce week-end dans les Pyrénées-Orientales. Si vous êtes chanceux, vous pourrez trouver des diamants d'une valeur de 850 €. Pas de crainte de les avaler, les pierres précieuses ne sont pas cachées à l'intérieur des galettes. Il faudra trouver la fève avec écrit « C'est gagné ». France Info. Le 8-30 France Info, Antoine Comte, William Guécosta. Thomas Ménager, porte-parole du Rassemblement National et député du Loiret. Vous êtes toujours avec nous dans le 8-30 France Info. On vient d'en parler. Le premier Conseil des ministres a lieu ce matin du côté de l'Elysée. Qu'est-ce que vous en attendez et que doit dire Emmanuel Macron à ses ministres ? Je ne sais pas si on peut en attendre grand-chose parce qu'il y a quasiment rien à l'ordre du jour. Il n'y a ni le budget, ni la loi d'urgence sur Mayotte.
c'est une réunion de l'ancien monde, une sorte de retour de l'UMPS, où il y a des personnes qui se combattent faussement en période électorale pour souvent se rassembler au second tour, pour se désister les uns pour les autres, pour s'aider à garder le pouvoir. C'est un conseil des ministres pour rien, c'est ce que vous dites ? S'il n'y a rien à l'ordre du jour, c'est une réunion sympathique. C'est un pot de rentrée, de la nouvelle année où ils vont souhaiter la nouvelle année. J'aurais aimé qu'il y ait le budget, parce qu'il y a urgence à ce qu'il y ait un budget. J'aurais aimé qu'il y ait la loi d'urgence qui soit inscrite à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres pour que nous puissions à l'Assemblée nationale, représentants du peuple, travailler au plus vite dans l'intérêt des Français globalement et notamment des Mahorais. Vous parlez de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, dans son discours du 31 décembre, semble vouloir peut-être court-circuiter le Parlement en passant par le référendum. C'est ce qu'on a pu comprendre. Est-ce que utiliser le référendum, c'est quelque chose qui serait judicieux pour le président de la République ? Est-ce que vous le soutiendrez dans ce cas-là ? Nous l'avons demandé. À plusieurs reprises, nous avions dit, et c'était une des mesures que Marine Le Pen et Jordan Bardella, lors des rencontres qu'il y a pu y avoir avec le président de la République, avaient mis sur la table, en disant, quand il y a un blocage, parce qu'il y a aujourd'hui un équilibre à l'Assemblée nationale qui ne permet pas de dégager des majorités facilement, loin s'en faut, c'est de donner la parole au peuple. Et vous savez, c'est jamais court-circuiter les représentants du peuple élus par le peuple, de demander directement au peuple sur un certain nombre de sujets sur leur opinion. Aujourd'hui, nous le revendiquons sur un sujet depuis de nombreuses années, mais il peut y en avoir d'autres. C'est la question d'un référendum sur l'immigration, donc sur un texte, sur une loi, comme on l'avait fait à l'époque du référendum. La question le référendum, c'est validez-vous le projet de loi annexé, comme on l'avait fait, vous savez, en 2005. Tout le monde nous pose à chaque fois la question. On l'avait pas fait, justement, en 2005. Ça avait été... il y avait eu un vote, on s'était assis sur le vote au moment du référendum, et tous ceux qui, aujourd'hui, vont peut-être vouloir des référendums, se sont assis dessus. Donc il y a ça, où il y a 7 Français sur 10 qui attendent un référendum sur l'immigration en posant une question sur un texte précis, avec des mesures précises. Et après, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut Oui, parce que l'immigration, on sait que c'est un petit peu un des thèmes phares du Rassemblement national, mais un référendum sur quoi ? Mais il pourrait y en avoir d'autres. La question des retraites, la question de l'abrogation de la réforme des retraites peut être aussi un autre sujet qui peut être mis sur la table quand aujourd'hui tout est mis en place. Oui, mais tant mieux, vous savez, nous n'avons pas peur du peuple. Et tant mieux si les Français peuvent s'exprimer directement sur des sujets aussi clivants, aussi importants. Mais je tiens à rappeler quand même qu'Emmanuel Macron nous a promis des dizaines de fois des référendums, qu'en 2017, il s'était présenté en disant « je respecterai le référendum sur Notre-Dame-des-Landes », et quand il est arrivé, il a fait l'inverse des résultats du référendum de Notre-Dame-des-Landes. Donc, c'était un référendum local sur la construction d'un nouvel aéroport. C'était un référendum local. Mais pour information. Oui, pour vos auditeurs, mais c'était un référendum, mais il a fait l'opposé de la même manière qu'en 2005, on s'est assis sur les résultats. Donc si c'est un référendum, c'est pour écouter le peuple. Quand le peuple s'exprime, il faut l'écouter. Thomas Ménager, un mot rapide sur ce mea culpa, sur la dissolution d'Emmanuel Macron lors de ses vœux également. Vous le croyez sincère, le chef de l'État ? Vous savez, moi je suis pas là à sonder l'âme du président de la République. Il fallait le faire, faire de la psychologie. Est-ce qu'il fallait le faire ? Le problème, c'est pas le péché original, c'est pas la dissolution. De donner la parole au peuple, encore une fois, c'est une bonne chose. C'est que tous les alliés des Républicains, aux macronistes, à la France Insoumise, à la gauche, se sont désistés les uns pour les autres dans une grande partie unique qui va de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez, en passant par Gabriel Attal et Édouard Philippe, et qui a fait qu'il n'y a pas une majorité parce qu'ils se sont juste sauvés les uns les autres pour conserver le pouvoir. Donc après, il devrait faire un mea culpa sur toute sa politique en matière de santé, en matière de pouvoir d'achat, en matière d'économie, en matière d'immigration et de sécurité, qui malheureusement a été néfaste ces 7 dernières années pour les Français. Si vous dites que la dissolution n'était pas le péché originel, c'est peut-être parce que vous en espérez une quand ce sera de nouveau possible, 1 an après la précédente ? On l'a dit, aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des référendums pour tenir un petit peu et faire en sorte que le pays avance. Et il y a un remaniement, il faudra qu'il y ait un budget, on va tout faire de manière constructive mais vigilante dans le respect de nos électeurs avec ce nouveau gouvernement. Il y a comme possibilité une dissolution qui pourra être possible qu'au mois de juin prochain. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, vu ces 3 blocs à l'Assemblée nationale, il faut aujourd'hui qu'il y ait une majorité, mais il faudra peut-être préalablement qu'il y ait un changement du mode de scrutin pour être certain que les mêmes causes ne produisant pas les mêmes effets, il y ait une vraie majorité qui se dégage dans cette Assemblée. Alors Thomas Ménager, peut-être une dissolution, on verra ça en juin ou en septembre, mais quelle est désormais la stratégie de votre parti, le Rassemblement national, à court terme ? Est-ce que vous allez vous comporter, désolé de dire comme ça, mais de la même façon qu'avec Michel Barnier, c'est-à-dire que vous regardez, vous jugez sur pièce et après vous censurez ? Quelle est la différence finalement entre Michel Barnier et François Bayrou ? Il n'y aura pas de différence de notre côté. Ce sera la différence, c'est de savoir si M. Bayrou, lui, sera différent de M. Barnier. C'est-à-dire qu'il ne sera pas dans un respect de façade, mais au final, on veut vos voix, on veut votre absence de censure, mais on ne veut pas du tout les mesures attendues par vos électeurs. Et donc, on fait notre tambouille entre nous, mais encore une fois, on n'écoute pas le premier groupe de l'Assemblée nationale. Nous, on sera toujours dans une logique constructive.
mesuré et responsable parce qu'on n'a pas de majorité. Donc en demandant un certain nombre de lignes rouges, que soit traitée la question du pouvoir d'achat, l'absence de hausse d'impôts et de taxes sur les classes populaires et les classes moyennes, d'éviter d'augmenter le coût du travail dans notre pays parce que les entreprises ont des difficultés, on a déjà un coût de travail important, et puis de faire des vraies économies structurelles pour réduire le déficit parce qu'il faut contrôler la dépense publique. Donc nous, on ne changera pas, à savoir si ce gouvernement, lui, changera au moment du budget parce que la censure n'est pas une fin en soi. On souhaite qu'il y ait un budget pour notre pays, on fera tout pour, mais la balle est dans le camp maintenant de M. Bayrou. Merci Thomas Ménager d'avoir été avec nous, député RN du Loiret, porte-parole de votre parti. Merci Antoine Comte et merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur France Info.